Chacun ou un tour? Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, et nous sommes bien sûr au Forum international Bois Construction 2026. Avec mes deux invités, on va voir qu'on peut construire haut en bois, avec un exemple qui se situe à Rueil-Malmaison. Pour en parler avec moi, monsieur Ulysse Niesda, bonjour. Bonjour. Ulysse, vous êtes architecte et vous êtes le l'un des cofondateurs de l'agence Fresh Architecture. Vous pouvez nous la présenter ? Fresh Architecture est une agence installée à Paris. On a une quarantaine de collaborateurs et nous sommes des spécialistes du logement, de la transformation. Et aujourd'hui, nous agissons en France, donc dans différentes pays, villes comme Bordeaux et Nice, mais aussi en Europe, en Suisse et en Roumanie. Voilà. Une agence internationale, en tout cas en Europe. À côté de vous, excusez-moi, j'ai perdu votre prénom, Bastien Bouteloup. Bastien, bonjour. Vous êtes directeur R&D de Woodeum. Woodeum, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Stéphane. Woodeum, c'est la marque bois du promoteur Cogedim, qui a rejoint le groupe Altarea il y a quelques années maintenant et qui a été intégré à la marque Cogedim, promoteur numéro 1 du groupe pour tous les projets bois et bas carbone. Alors ça tombe bien puisque nous allons parler projet bois. Juste avant de parler du projet d'Urway, j'ai une question pour tous les deux. Construire haut en bois, c'est possible et c'est intéressant ? C'est tout à fait possible, avec un projet en plus qui, en termes de volumétrie, soit bien articulé avec son contexte, et c'est ce qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui. Et je rajouterais qu'il faut définir ce que c'est que haut en bois. On a construit déjà plus haut, mais sur ce type de bâtiment, on commence à avoir un équilibre technico-économique et environnemental très intéressant. Alors c'est ce que vous allez nous expliquer, mais on va d'abord voir le contexte architectural. C'est quoi la commande ? Vous êtes où et comment vous abordez le projet ? Et comment le bois finalement vient après, ou pendant, ou à la demande ? Alors c'est un projet qui est à Rueil-Malmaison, à côté du parc Jacques Chirac. Et c'est la source principale d'inspiration de ce projet, comment être en symbiose avec cet élément naturel, qui est un élément très remarquable de la ville de Rueil-Malmaison. La construction bois était une commande de Woodeum, donc nous l'avons intégrée. Et surtout, le travail qui était intéressant, c'est de comment arriver à articuler les volumes. C'est un bâtiment de 8 étages. Et pour faire en sorte qu'en termes de compacité, en termes de volumétrie, on puisse articuler ce bâtiment et ce contexte en tant les éléments naturels que les autres bâtiments autour. Vous allez voir, c'est un bâtiment qui est donc, c'est une centaine de logements, mais en termes de perception, on considère qu'en termes de perception, c'est plus léger que 100 logements. Vous voyez que donc, dans son insertion, nous avons travaillé un socle, qui est un socle donc, minéral, parce que la partie basse est en béton lasuré, donc il n'y a pas d'autres éléments rapportés, donc c'est un socle solide, efficace, robuste, à partir duquel, au-dessus, on a une strate, j'appelle ça une strate basse, qui est environ de 4 étages, qui s'articule avec le contexte de ces bâtiments aux alentours. Et ensuite, des volumes verticaux en haut, des volumes qui viennent un peu épouser un épanelage. Oui, au sud, c'est beaucoup de terrasses qui s'élèvent vers le sud. Donc, l'enjeu était celui-ci, c'est de faire en sorte que ce bâtiment, avec sa compacité, sa technicité, la structure bois, ce sont des volumes qui font à peu près 15,50 m d'épaisseur en plan, une trame très régulière à l'intérieur. Donc c'était un travail pour faire en sorte qu'on puisse avoir une lecture de plusieurs stratifications, autant horizontales que verticales. Vous voyez qu'il y a même une sorte de coupure au milieu qui correspond aux entrées, à des porches traversants très généreux qui sont en relation avec ce parc. Et ensuite, le travail intéressant était de pouvoir, dans ce contexte, rapporter des espaces extérieurs. Donc on le voit sur cette photographie, ce sont des balcons. Ce sont des structures métalliques autoporteuses, c'est très important de le dire, c'est-à-dire qu'il y a la conception bois, donc sa volumétrie, sa compacité, mais ensuite sont rajoutés les espaces extérieurs. Ce sont des espaces extérieurs qui viennent chercher des points d'appui. On voit les séries de poteaux qui se confondent avec les eaux-pluviales d'ailleurs. Et ce sont des éléments qui sont étanches, en métal recyclé, donc c'est très important et je pense que tu pourras compléter mes propos sur ce sujet-là, de la fait de pouvoir intégrer du métal mais avec une méthode vertueuse. Et surtout, ce qui était important, c'est de faire en sorte que dans ce contexte, et vous le voyez sur la photo, on puisse avoir aussi quelque chose qui soit un peu organique. C'est-à-dire que la disposition des balcons, les superpositions font que, malgré le côté très industrialisé du balcon,
on arrive à donner cette impression de quelque chose qui est en relation avec la nature, avec les arbres. Donc le bois, vous le savez, dans les bâtiments, le bois n'est pas forcément visible, hein. C'est très difficile. On ne le voit pas d'ailleurs, là. En surface des balcons. En surface des balcons. Voilà, en surface des balcons. Mais c'est important de rappeler, malgré tout, la conception bois, la construction bois. Donc on le voit dans l'épaisseur de façade, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur, il y a des façades épaisses, c'est très intéressant de se sentir protégé dans cette épaisseur-là. Mais par contre, le pari était aussi de se dire, il y a une volumétrie, une compacité qui est donnée par le bois, et on va rajouter un autre élément, qui est cette peau extérieure. Les logements en moyenne ont 12 mètres carrés à peu près d'espace extérieur, autant de terrasses que de balcons. C'était l'enjeu un peu technique aussi, parce que normalement, quand on construit bois, on est censé faire, effectivement, on peut avoir, en tout cas, une tendance à faire une boîte aux chaussures, comme tu l'as dit, mais là c'était tout l'inverse. C'est comment construire un bois en pouvant articuler des volumes, en les décomposant, évidemment en offrant au logement des usages intéressants qui sont les espaces extérieurs. Là, on a la chance d'avoir un parc et des vues très intéressantes. Voilà, donc d'où l'intérêt de ces balcons. Donc il y a un double intérêt, c'est évidemment le pouvoir être à l'extérieur pour les habitants, mais vous, ça vous permet de faire de l'architecture en fait, c'est-à-dire de donner à ce bâtiment une autre image que la boîte à chaussures dont vous avez parlé. Exactement. Alors on va voir un petit peu sur le bâtiment, on va voir un petit peu maintenant la technique. Vous disiez tout à l'heure que finalement là on a un exemple de quelque chose de reproductible. Alors expliquez-nous les choix qui ont été faits, choix techniques bois évidemment, et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est reproductible. Exactement. Ce bâtiment, il est réplicable dans son modèle. Déjà, il est à noter qu'on va le livrer là dans quelques semaines, mais ça veut dire qu'on a commencé à le concevoir il y a 3 ans de ça. L'agence Fresh Architecture a été désignée il y a un petit peu plus de 3 ans, je crois. Et qu'il va être livré en atteignant le seuil 2031 de la RE 2020. Donc avec quasiment une décennie d'avance. Donc c'est possible. C'est possible et a fortiori c'est possible en faisant des bâtiments qui sont très élégants architecturalement et qui proposent des surfaces extérieures pour l'usage. Donc il n'y a pas de contre-indication de base entre la performance environnementale et l'usage premier du bâtiment. Ce bâtiment, on l'a réfléchi avec des planchers bois en CLT, une façade bois qui est en CLT, des lignes de poteaux-poutres lamellés-collés intérieurs. La façade, c'est une façade en enduit sur isolant selon une ATEX Woodeum. L'ATEX Woodeum, c'est un mode constructif qui a été développé par nos soins et qui permet d'être répliqué sur tous les projets, qui a l'avantage d'être bas carbone, performant écologiquement et économiquement aussi intéressant. D'accord. On est en CLT, je sais que Woodeum travaille beaucoup avec le CLT. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple et plus bas carbone peut-être avec un mur à ossature bois ? En fait, ou est-ce que je dis une bêtise ? Alors, sur ce nombre de niveaux, le CLT permet de porter les planchers. C'est possible parce qu'on est en logement, donc on a un taux de percement des façades autour de 20%, donc il y a suffisamment de matière pour porter les planchers. Le CLT, c'est un matériau très performant structurellement. Sur 8 niveaux, porté en ossature bois, c'est juste, ou alors ça engendre des sections très importantes qui font qu'à la fin, économiquement, ça coûte plus cher. Sur du R+8, comme ça, l'équilibre technico-économique qu'on a toujours trouvé, c'est les façades en CLT porteuses. Façade en CLT porteuse et le fait, alors cette reproductibilité, je reviens là-dessus, vous disiez tout à l'heure, on a des tours qui ont été construites en bois qui sont des démonstrateurs, difficilement reproductibles, en tout cas dans les modes constructifs. Pourquoi là c'est plus facilement reproductible ? Déjà parce qu'on est en 3e famille au titre de la sécurité incendie. Si on avait fait un niveau de plus, on serait en 4e famille et on n'a plus du tout les mêmes exigences. Les tours dont on parle sont des tours en 4e famille dont le bois doit être plus protégé avec un degré de résistance supérieur. En façade, on n'a pas le droit aux éléments combustibles en 4e famille. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça complexifie l'équation technico-économique. En 3e famille, on arrive encore à trouver ces optimums et ces équilibres. Et pour autant, on fait quand même du R+8.
on vient construire dans des endroits denses, à proximité des transports en commun et de façon très vertueuse. Pour vous, architecte, travailler avec le CLT, c'est facile? Enfin, c'est quelque chose de naturel aujourd'hui? Alors, ce projet était une expérience pour nous aussi, donc une sorte de mise au point sur les études et la conception. Mais je reviens sur le CLT parce qu'effectivement, je pense que vous voyez, les épandelages qu'on voit ici ont été possibles aussi parce qu'il y a une certaine performance en termes d'efficacité du CLT. Le retrait de façade et un point qui est très important, le percement, parce que tu as parlé de percement, on a des baies larges, donc qui font plus de 2 mètres pour les séjours, évidemment. Donc cette performance du CLT a permis d'aller dans le sens de l'usage des usagers et de la qualité des logements. Donc on a parlé tout à l'heure des espaces extérieurs, de nombreuses terrasses, de nombreux balcons, mais le percement, je trouve, c'est important dans ces bâtiments très performants d'avoir quand même des ouvertures importantes dans lesquelles la lumière rentre et on est avec la vue directe sur le parc. Donc voilà, je pense que le CLT a permis, entre autres, d'avoir aussi des percements intéressants pour avoir ce rapport direct à l'extérieur. Éviter encore une fois l'effet boîte à chaussures. Absolument. C'est ça, si on veut réussir la transition bas carbone, il faut qu'on réussisse à la rendre désirable. Et la rendre désirable, c'est pas créer des logements dans lesquels il ne sera pas agréable de vivre ou pour les passants, il ne sera pas agréable de regarder. Donc c'est vraiment important d'arriver à conjuguer les deux. Pourquoi comment on arrive au niveau RE 2020 2031 et est-ce qu'on y arrive facilement est-ce que ce sera reproductible ou est-ce que d'ores et déjà vous allez vers des bâtiments RE 2020 2031? Alors, est-ce qu'on y arrive facilement? Non, puisque c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de gens qui critiquent la RE 2020 ou du moins ses seuils à venir et qui la considèrent impossible. Est-ce que c'est reproductible? Oui, puisque c'est déjà notre deuxième bâtiment livré. On en a d'autres en cours de développement qui atteignent le niveau 2031 de la RE 2020. Par contre, ça demande de changer complètement le mode de pensée de la construction et de trouver un autre moyen de répondre aux usages dont on parlait. Ici, c'est permis. Un exemple. Eh bien, ici, si on regarde bien l'architecture du bâtiment, on se rend compte qu'il y a une grande sobriété matière. Que là où il y a de la matière, c'est vraiment là où il y a de l'usage. Là où il y a de la matière, là, c'est sur les balcons. Là où il y a de la matière, c'est en façade pour avoir une façade performante d'un point de vue thermique. Mais il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de grand porte-à-faux. En rez-de-chaussée, on voit qu'on est sur un béton lasuré, donc on utilise le matériau brut pour faire de l'architecture aussi. Et donc ça, c'est vraiment le premier étage de la fusée, c'est éviter d'utiliser de la matière. Le deuxième étage, c'est réduire l'intensité carbone de cette matière, donc utiliser des matériaux décarbonés. En structure, un maximum de bois. En balcon, de l'acier recyclé. En façade, du béton brut ou de l'enduit. Et le troisième étage, pour y arriver, c'est d'arriver à stocker du carbone dans le bâtiment. Et ce bâtiment que vous voyez là, c'est le premier bâtiment de France à obtenir des crédits carbone pour la construction neuve. C'est-à-dire qu'au même titre que la forêt ou les herbiers de Posidonie, ce bâtiment est un stock de carbone reconnu par l'État qu'on peut faire financer par des tiers. D'accord, donc très intéressant pour le promoteur que vous êtes. Alors, ça ne permet pas de combler l'équilibre, mais ça permet de valoriser autrement que des mètres carrés chab. Ça permet d'apporter une autre valeur à un bâtiment. Oui. On arrive au terme de notre petit échange. Une petite conclusion sur ce bâtiment et sur éventuellement sa reproductibilité, enfin en tout cas ce qui vous a appris à vous, architecte. Il nous a appris le travail sur cette efficacité volumétrique, effectivement d'être très en garde sur comment pouvoir concevoir et maîtriser le volume pour qu'il n'y ait pas de fioriture en tous les cas, que là où on fait un geste, là où on fait un retrait, il soit très efficace. Quand on fait un retrait de façade, un épandage, qu'on soit calé sur une structure spécifique, parce que justement c'est un bâtiment conçu avec une structure répétitive, tramée à l'intérieur. Donc c'est très important de pouvoir suivre cette structure qui finalement est une structure avec une trame très industrialisée. Donc la notion de l'industrialisation est intéressante parce que autant pour la structure bois à l'intérieur de ce bâtiment, autant pour la structure métallique également, comment faire en sorte qu'on puisse superposer des choses, les multiplier avec une trame la plus régulière possible, c'est pas évident, tout en cherchant une souplesse
dans la composition architecturale. Donc il y a ce pari-là, comment jouer entre la volumétrie, une trame régulière, et puis l'irrégularité aussi, parce qu'évidemment, pour éviter l'effet boîte, on va être en relation avec le parc, avec des vues, avec des terrasses, mais il faut quand même avoir une grille de réflexion et la respecter. Votre mot de la fin, s'il y en a un. On est très content de le livrer et d'avoir des habitants qui, dans quelques semaines, vont découvrir leur logement, qui, on en sera sûr, seront très confortables. Et ça, c'est la vocation première du promoteur immobilier que nous sommes. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler de votre travail et de voir qu'on peut construire haut en bois et avec des niveaux déjà de la RE 2020, enfin de la RE 2031, les habitudes. Une émission à un temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici, sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, que sont évidemment le Forum International Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.